いたします。 Ce programme vous est présenté par Pellicule. 速やかにお通りください。 Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Vous demandez un whisky. Comme la demi-douzaine de personnes situées à votre gauche, votre voisin de table, un parrain de la pègre italienne, reconnu par tous comme un homme dangereux, proche du réseau de trafic de répliquants. À ses pieds, une mallette. Il attend quelqu'un, c'est sûr. Plus loin, une femme d'affaires, rouge à lèvres pétant, vogue à la bouche, cette cigarette fine sur laquelle elle laisse un léger dépôt couleur rouge passion. Vous osez jeter un coup d'œil vers l'arrière alors que ce serveur véreux, transpirant, peu loquace, rien ne va. Il avance un verre devant vous. Dehors, l'air est poisseux. Vous le savez, vous en venez. Les sirènes de police hurlent en permanence, souvent accompagnées de pétarades. Et il pleut, beaucoup, tout le temps. La légende raconte même qu'il pleut comme ça depuis au moins 2 mois à Los Angeles. Ah oui, vous êtes à Los Angeles, en 2019. L'État, les répliquants, la police, la peur, les exécutions publiques et la remise en question de l'état humain. Bienvenue dans Blade Runner. Cette bande-son que vous entendez depuis le début et qui vous accompagnait dans votre marche et jusqu'à votre arrivée à ce comptoir auquel, je vous le rappelle, vous êtes toujours accoudés, c'est la création de Vangelis. Alors, pour comprendre l'œuvre de Vangelis, je pense que c'est important de revenir un tout petit peu en arrière. Allez, 10, 20, bon disons 50 ans en arrière. Et promis, je vous le fais en 2 minutes chrono. Evangelos Odysseas Papatanasiou, surnommé Vangelis Papatanasiou. Il est né en 1943 dans le port grec de Volos, une carte postale paradisiaque. C'est un gamin rempli de passion qui s'intéresse et qui a un attrait particulier pour les sciences. Résultat, à 15 ans, il est fan d'architecture futuriste, d'exploration spatiale, de sciences complexes. Il écoute énormément de musique et il en pratique surtout du clavier. Petit hic, Vangelis Junior n'a jamais fait de solfège. En prenant en maturité, il s'intéresse à des genres plus underground comme la New Age. Il rentre aux Beaux-Arts d'Athènes, fait de la peinture, il est même très bon. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il se sent pas vraiment à sa place, pas vraiment au bon endroit. Comme l'impression de laisser filer un amour de jeunesse. Alors il court vers la gare d'Athènes, enchaîne bus et train pour arriver à Londres. Finalement, il reste bloqué à Paris un temps. On est en mai 1968. Jusqu'en 1974, il jongle entre Paris et Londres. Paris, une ville dont il est tombé amoureux également. Et puis il joue dans des groupes de rock, de punk, de jazz, de rock progressif. Alors il cofonde le groupe Aphrodite Child. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ces années 70 et la façon avec laquelle il les raconte. Sur la scène underground, Vangelis est jugé comme l'un des premiers claviéristes. En 1970, vous comprenez, c'est fou. Un grec débarqué de nulle part avec autant de compétences et sans solfège, bien ça saute aux yeux. Et ça marche très très bien pour lui puisqu'il ouvre son premier studio londonien, les studios Nemo. À l'intérieur, ça ressemble plus à un laboratoire de scientifiques fous plutôt qu'à un studio. D'un côté des chiffres marqués sur les murs, de l'autre des feuilles volantes, des claviers de partout, des câbles entremêlés, et même une odeur de tabac froid qui flotte dans la pièce. Après la séparation d'Aphrodite Child en 1972, Vangelis rejoint le réalisateur français Frédéric Rossif pour composer les illustrations sonores de ses nombreux documentaires comme L'Apocalypse des animaux, La fête sauvage ou Le Cantique des créatures. En tout cas, il s'agit d'une trilogie consacrée aux peintres Picasso, Braque et Mathieu. Au-delà de ça, ce sont ses premiers pas dans le cinéma. À Londres, il est ce musicien scientifique, ce sorcier des synthés, un improvisateur de renom. Il produit la bande originale des Chariots de feu, oscarisé en 1981, puis une rencontre, celle qui va tout changer. La rencontre avec Ridley Scott. Les planètes sont alignées. Blade Runner va devenir Blade Runner. Bon, je crois que j'ai mis un peu plus que 2 minutes pour vous raconter cette histoire, mais je vais quand même la continuer. Je vous ai dit que Vangelis avait reçu un Oscar avant de bosser avec Ridley Scott.
Oui bon d'accord, mais savez-vous où était-il le jour de son sacre? Eh bien tout simplement avec Ridley Scott, lui-même devant les bancs de montage. Parce que quand les deux hommes se rencontrent, le lien se fait immédiatement. Le réalisateur américain comprend que son film peut prendre une toute autre tournure avec un environnement musical digne de celui de Vangelis, une fois de plus que vous entendez depuis tout à l'heure. À l'inverse, le compositeur grec comprend après son succès qu'il a une carte à jouer dans ce milieu du cinéma. Et puis surtout, il tombe amoureux du synopsis proposé par Scott. De cet univers sombre, poisseux et futuriste et de cet horizon musical qui pourrait bien être le sien. Vangelis squatte énormément les plateaux de tournage d'abord, mais surtout les bancs de montage lors de la post-production. Toujours un œil au-dessus de l'épaule de Ridley Scott ou des monteurs, puis il a un petit carnet sur lequel il note tout. Il vient même parfois avec son clavier pour composer quelques notes à la volée. Puis il rentre dans son studio laboratoire à Marble Arch, Londres, et chaque soir la magie opère. Il synchronise les images qu'il a récupérées, il improvise un peu, beaucoup, passionnément. Et puis chaque soir, il compose, imagine cet univers, il le dépeint avec tout son imaginaire. Il s'est imprégné toute la journée de cette ambiance et des pensées même les plus profondes de Ridley Scott. À cette époque, il écoute beaucoup de jazz et de blues. Et dans l'ensemble de cette bande-son, il faut dire que ça s'entend. Ça colle même plutôt bien. Il essaie un petit peu de tous les instruments et rentre peu à peu dans cette mouvance rétro-futuriste qu'il crée lui-même en fait, à force d'essais fructueux. Je disais donc, Vangelis passe plusieurs semaines enfermé, entouré de synthés, de multiples marques dont seul lui connaît l'organisation et les accords. Le synthétiseur le plus important utilisé dans la partition était le Yamaha CS80, que l'on peut entendre bien en évidence dans les scènes d'ouverture par exemple. Il a également utilisé une variété d'instruments traditionnels, notamment le gamelan, le glockenspiel, le gong, la caisse claire, les timbales ou encore les cloches tubulaires, si peut-être ces noms vous disent quelque chose. Pour rappel, Vangelis est à ce moment-là l'un des pionniers de la musique électronique dans le genre synthé, au même titre que l'était Jean-Michel Jarre ou Kraftwerk. Alors, c'est comme un magicien, ou plutôt un scientifique fou qu'il compose les premières notes de Tears in the Rain, des larmes dans la pluie, comme un écho lointain, un parallèle fait à Rain and Tears. Pour l'anecdote, c'est un son qu'il avait imaginé puis créé avec Aphrodite Child. D'autres artistes ont collaboré bien sûr avec Vangelis, notamment un claviériste, puis quelques chanteurs. Demis Rousseau aussi, avec qui il avait déjà travaillé auparavant. Et puis la magnifique et douce voix de Mary Hopkin dans Rachel's Song. Une bagarre éclate dans le bar, c'est habituel. La police a identifié un répliquant et tente maintenant de l'attraper. C'est peine perdue, je vous le dis.
La petite troupe sort finalement du bar, l'homme est plus grand, plus fort, plus rapide. Il y a peu de chances qu'il se fasse attraper. Alors, vous reprenez votre verre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si vous pensez que tout allait bien se finir, écoutez la fin de cette histoire. À la sortie du film, il y a déjà plusieurs problèmes. Déjà, le premier, le principal, Blade Runner flop complètement. Le film ne trouve pas vraiment son public, il trouve même des problèmes de diffusion. Ridley Scott rentre en conflit avec ses producteurs, la Warner Bros., ce qui entraîne la sortie de beaucoup trop d'éditions différentes du film, notamment avec des fins qui changent, des scènes coupées ou même des éléments du scénario en moins ou en plus. Même Vangelis va avoir son lot de soucis. À la sortie, l'industrie du disque se rue sur lui et l'empêche même de sortir l'album de la bande-son du film pour des histoires de droits d'auteur. Des versions orchestrales sont sorties, notamment de Memories of Green. Mais il a fallu attendre 12 ans pour que Vangelis sorte cet album. 12 ans. 12 ans pour sortir un chef-d'œuvre. 12 ans sans prendre la poussière. 12 ans à y penser. Rassurez-vous, aujourd'hui, on peut trouver l'album en entier et même en vinyle. Finalement, le film obtient le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et surtout, cette association entre Scott et Vangelis a révolutionné la manière de voir la composition d'une musique de film. Par exemple, dans le fait de ne garder qu'un seul et même compositeur pour toute la BO, ou encore dans le fait d'être présent sur le plateau, de s'imprégner de l'énergie de l'œuvre. Avec cette expérience, Vangelis n'est plus seulement un dieu de la musique, mais bien un dieu de la musique de film, comme les Giorgio Moroder ou Wendy Carlos. Il l'a toujours dit, et ce, jusqu'à la fin. L'œuvre de sa vie, c'est celle de la bande-son de Blade Runner, la toile de fond parfaite, la fresque qui dépeint un Los Angeles nocturne et pluvieux sur trame de transhumanisme, une des meilleures BO de l'histoire du cinéma. En attendant, vous êtes toujours accoudé à ce bar. Votre verre de whisky est vide, bien entendu. Il ne reste plus qu'un peu d'eau au fond, sûrement les glaçons qui ont fondu. Alors vous laissez le récipient sur le bar, le serveur doit être occupé à autre chose. Mais en vérité, il y a plus grand monde dans cet établissement. Alors vous vous levez, vous récupérez votre manteau, vous laissez quelques pièces sur le comptoir d'un revers de la main. Dehors, le soleil se lève. Toujours cette fine pluie, toujours les sirènes de police, au loin, comme une longue et lancinante poésie qui résonne dans la ville.